Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir écouter cette présentation en plein après-midi, alors qu'il y a plein de choses intéressantes à faire au niveau de ce salon. Alors moi, je m'appelle Stéphane Sarad, je suis directeur des programmes énergie au CEA. Le CEA, donc le commissaire à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et ma fonction est de piloter l'ensemble des programmes de R&D sur les énergies bas carbone. Donc ça concerne à la fois l'énergie nucléaire, mais aussi le photovoltaïque, les batteries, l'hydrogène, qui sont donc l'ensemble de ces sujets occupe environ 2500 chercheurs au CEA, 1600 dans le domaine nucléaire et 900 dans le domaine du renouvelable. Alors justement, aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble comment répondre aux enjeux énergétiques des armées de demain, et nous allons évaluer le potentiel des petits réacteurs nucléaires, les SMR, Small and Modular Reactor, en bon français. Et vous allez voir que l'arrivée de ces nouveaux types de réacteurs, donc arrivés il y a une quinzaine d'années, est un peu un game changer au niveau du nucléaire et de la proposition d'énergie bas carbone que l'on pourrait faire dans le cadre de nos forces. Alors, très rapidement, le contexte des besoins du nucléaire. Donc vous avez ici les enjeux énergétiques des forces armées qui ont été réfléchis, qui ont été structurés, qui ont été formalisés au sein de ce document qui est présenté sur la partie droite, Stratégie énergétique de défense, un rapport d'un groupe de travail auquel moi j'ai contribué en 2020. Et vous avez ici les trois grands axes stratégiques pour l'énergie de défense. Donc bien sûr consommer moins, puisque je vous rappelle qu'en 2019, c'est environ 840 000 mètres cubes de produits pétroliers qui ont été consommés, avec 1,3 TWh d'électricité. Alors pour que vous ayez un petit peu la notion d'enjeu, nous tous, en France, nous consommons chaque année de l'ordre de 400-500 TWh. Donc 1,1 TWh de gaz. Donc 73% de cette énergie est consacrée à la mobilité. Et principalement, et on le voit sur la partie droite de ma planche, quand on regarde la répartition de consommation du ministère des Armées par usage, on voit bien que le carburéacteur, donc le carburant aéronautique, occupe une place prépondérante dans la consommation énergétique. Alors, donc l'idée, c'est de consommer moins, c'est de consommer mieux, c'est-à-dire c'est diversifier les sources d'approvisionnement des carburants, avec notamment des carburants biosourcés, donc 1% des carburants utilisés par nos forces doit provenir de systèmes biosourcés. Et l'objectif en 2050, c'est que 50% des carburants soient d'origine biosourcée. Il y a déjà des hybridations qui apparaissent sur certains véhicules, notamment le Griffon. Et puis c'est consommer sûr, c'est-à-dire c'est consommer en intégrant les énergies renouvelables ou les énergies de rupture. L'idée, c'est d'avoir des systèmes qui rendent beaucoup plus résilients, notamment les fantassins. C'est préserver la capacité des armées à fonctionner en carburant unique, quelles que soient les situations géopolitiques. Et c'est aussi se préparer à l'emploi, notamment en matière de logistique, de carburants alternatifs, donc biocarburant, on en a parlé, mais on va aussi évoquer la notion de carburant de synthèse. Alors, la question qu'on pourrait se poser cet après-midi, c'est qu'en regard de cette demande, de ces besoins liés à nos forces, comment le nucléaire peut contribuer ou pourrait contribuer à adresser ces problématiques. Alors, pour commencer, quelques rappels sur le nucléaire actuel. Dans le monde, il existe globalement 440 réacteurs de puissance, donc avec une technologie dominante qui est les réacteurs à eau pressurisée, les REP, PWR en anglais, appelés aussi réacteurs de troisième génération. Vous verrez, on y reviendra. Donc ce sont des réacteurs dits de puissance, et nous avons, nous, un parc français de 56 réacteurs qui est très homogène, puisque c'est exactement la même conception, le même design. En revanche, nos réacteurs nucléaires ont été construits par paliers de puissance. Donc historiquement, on a commencé par des 900 mégawatts, puis nous sommes passés aux 1000, 1200, et la future génération...
Et la dernière génération de ce type de réacteur de puissance, vous la connaissez, ce sont les EPR, EPR qui sont à 1650 MW installés. Alors on le sait, plus les réacteurs sont gros, plus les chantiers sont longs et complexes, et dans le coût de l'électricité nucléaire, qui est présenté un petit peu ici, la partie bleu turquoise montre que 40% du prix de l'électricité nucléaire est lié à la construction de ces réacteurs de puissance. Donc ils coûtent cher à construire, mais en revanche, ils vont durer longtemps, puisque nous sommes à 60 ans de fonctionnement et qu'une réflexion est engagée pour aller au-delà de 60 ans de fonctionnement. Aux États-Unis, par exemple, les réacteurs de puissance ont déjà un licensing jusqu'à 80 ans en durée de fonctionnement. Alors, ces types de réacteurs de puissance, vous le savez, ils sont regroupés par tranches avec un nombre de sites limité, puisque ces réacteurs nécessitent un refroidissement. Donc globalement, dans le monde, ils sont soit proches de grands fleuves, soit au bord de la mer ou des océans. Alors, le changement important qui est apparu, je l'ai dit, il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'est l'apparition de plus petits réacteurs, les Small and Modular Reactors. Donc plus petits en taille. Donc je vous ai dit, notre parc va avoir des réacteurs de puissance comprises entre 900 et 1650 MW. Là, les petits réacteurs nucléaires, pour faire simple, ont des puissances comprises entre 50 et 300 MW. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur des systèmes qui sont beaucoup plus petits, avec donc une architecture qui est compacte et qui est simplifiée par rapport à des réacteurs de puissance, où la notion de contre-mesure, de protection de sites sont beaucoup plus simples. Et puis l'aspect modulaire est très important. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de fabriquer des modules en usine et d'assembler ces modules sur site et non pas construire sur les différents sites les réacteurs nucléaires. Donc modules en nombre limité, traités en usine, réduction des contraintes de construction et surtout réduction de la durée de construction sur site. Alors, donc, nous sommes en face de petits réacteurs qui vont bien sûr produire moins d'énergie, mais avec moins d'investissement. Et ces investissements seront beaucoup plus faciles à mobiliser. L'idée, notamment lancée par les anglo-saxons, c'est que ces petits réacteurs sont vendus et sont déployés souvent par paires. Les premiers réacteurs ou la première paire de réacteurs, quand elle commence à fonctionner, va commencer à pouvoir financer la seconde, puis la troisième, puis la quatrième paire. Donc ce sont des modèles économiques qui n'étaient pas à ce jour déployés pour les réacteurs de puissance. Et puis, je dirais, pour moi, le vrai intérêt, c'est que ces petits réacteurs ont une capacité d'intégration dans les réseaux de par leur taille. Donc ce sont des systèmes qu'on va pouvoir utiliser en termes de flexibilité, mettre dans des endroits où historiquement la production d'énergie peut être compliquée. Donc on peut avoir des réacteurs isolés, mais aussi des petits réacteurs qui vont être en système appareillé. Donc production flexible en fonction de la demande. Et puis vraiment pour moi la vraie innovation, c'est qu'avec l'arrivée de ces petits réacteurs, et on va le voir tout à l'heure, on a vraiment l'arrivée d'autres usages que les usages de production d'électricité. À l'heure actuelle, nous consommons à peu près 1600 TWh, par toute énergie confondue. Donc je vous ai parlé de 400-500 TWh, ça c'est pour la partie électrique. Donc l'électricité représente environ 25%. L'horizon 2050, la neutralité carbone, dont vous entendez souvent parler, nous amène à une production beaucoup plus faible, 960-980 TWh. Donc on attend beaucoup de la sobriété et de l'efficacité énergétique, avec 40% de consommation en moins. Mais dans l'énergie que l'on va devoir produire, si on regarde la part de l'électricité, qui était de 25%, elle va passer à 60-70%. Donc défossiliser, c'est décarboner, et décarboner, c'est très grandement électrifier. D'où l'importance, avec les systèmes bas carbone, comme le nucléaire ou les énergies renouvelables, de produire cette électricité décarbonée, mais aussi de produire, on va le voir, de la chaleur décarbonée, et aller plus loin, produire de l'eau potable, produire des molécules chimiques, produire de l'hydrogène, produire des carburants de synthèse. Alors,
Les concepts associés donc sur les petits réacteurs, vous les avez ici. Vous avez ici un petit peu une fresque. Donc je vous l'ai dit, des réacteurs simplifiés de puissance jusqu'à 300 mégawatts. Donc quand on parle de 5 mégawatts, on est plutôt sur les micro-réacteurs, donc c'est une petite originalité. Je l'ai dit, différents usages, électricité, chaleur, hydrogène. Certaines configurations, donc MMR, donc Micro Modular Reactor, vous le verrez, sont designées de manière à être transportables, à être mobiles, avec, pour les classer, sur la partie droite, 3 facteurs clés. La maturité technologique. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça va exister? Est-ce que ça va exister dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Quel type de combustible nucléaire je vais utiliser? Parce qu'on parle souvent de réacteur, mais un réacteur, c'est juste une chaudière dans laquelle on met en combustible. Et bien sûr, comment l'autorité de sûreté nucléaire va accueillir et accompagner la certification de ces réacteurs. Alors, il y a plusieurs technologies. Celle sur la partie gauche, elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée depuis longtemps. C'est le réacteur K15, c'est le réacteur de propulsion nucléaire qui équipe donc certains de nos navires. Et puis, vous avez juste après, à droite, Neward, qui est le projet de SMR français qui regroupe le CEA, Naval Group, Technip Atom, EDF, Engie Tractebel, avec l'objectif, à l'horizon 2030, de sortir le premier SMR français, donc SMR, réacteur à eau pressurisée de 3e génération, avec, vous voyez, 2 îlots, chaque réacteur ayant une puissance de 170 MW. Donc, un réacteur Neward, c'est 340 MW électriques. Donc, ça existe sur la partie gauche. 2030. Et puis vous avez d'autres concepts, donc qui ne sont plus des réacteurs de 3e génération à pressurisé, mais des réacteurs dits de 4e génération, dont certains vous les connaissez au moins de nom, les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Donc en France, nous avons eu Rhapsody au CEA, Phoenix, Super Phoenix. Dans le monde, il y a 400 ans de fonctionnement cumulé sur ce type de réacteur à neutrons rapides refroidis au sodium. Donc un haut niveau de maturité. Des réacteurs HTR, Very High Temperature Reactor, où là, le refroidissement n'est pas fait par un liquide, que ce soit de l'eau ou du sodium liquide, mais par un gaz, notamment de l'hélium, où là, il existe dans le monde, en Chine en particulier, enfin en Asie en particulier, des réacteurs qui fonctionnent sur ce système-là, qui sont intéressants parce qu'ils permettent de récupérer de la température à 600-800 degrés. Et puis sur la partie droite, qui est le moins mature d'un point de vue technologique, mais qui est une rupture importante technologiquement pour nous, ce sont les réacteurs à sel fondu, où là, il n'y a plus de combustible solide. Le combustible, uranium ou plutonium, est mis sous forme de sel dans un liquide, et le réacteur fonctionne en boucle, sans quasiment avoir besoin de retraiter. Donc voilà, en gros, en termes de maturité technologique, du plus mature au moins mature, mais on va retrouver tous ces concepts-là dans le monde. Alors, ces concepts, je vous fais grâce de la liste, mais vous montrez que depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, dans le monde, tous les concepts que je viens de vous montrer occupent environ 70-80 projets, des projets de recherche, des projets industriels. Donc vraiment, on a l'ensemble des configurations qui existent. Donc il y a vraiment un élan très important. Jusqu'en 2022, il y avait, je dirais, de manière assez continue, l'arrivée de nouveaux acteurs. Là, c'est en train de d'arriver sur un plancher, parce que maintenant, il va falloir construire, il va falloir déployer. Alors historiquement, je vous ai mis peut-être le plus ancien, l'académique Lomonosov, qui est en fait un SMR de 70 MW électriques, où là, nos collègues russes de Rosatom, le réacteur qui servait à la propulsion des brise-glaces, ils l'ont mis sur le pont, et donc ils ont la possibilité, avec cette plateforme, d'aller sur des zones portuaires, et de se plugger directement sur le réseau. Donc ils ont fait ça en zone arctique, par exemple, pour alimenter des sites miniers en électricité, en amenant ce type de navire. Vous avez le même concept, non pas sur navire, mais sur barge, qui a été développé par Mitsubishi et par les Danois. Et puis vous avez sur la partie droite, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un démonstrateur HTR, High Temperature Reactor, qui est en Chine, où là,
des températures de 600-800 degrés sont atteintes. Alors sur la partie droite, je dirais que vous avez peut-être la partie la plus active. Alors active pourquoi? Parce qu'il faut de l'argent pour développer ces objets. Et les États-Unis, à travers la RDP, donc un programme financé par le Department of Energy et par la DARPA, a soutenu à hauteur de 1,6 milliard de dollars pendant une dizaine d'années l'émergence de certains nombres d'entreprises, NewScale sur la partie gauche, X-Energy, il y a BWTX, il y a bien sûr Westinghouse qui travaille déjà sur les gros réacteurs, qui se met sur les petits réacteurs. Et donc il y a eu une accélération de l'arrivée de ces nouveaux acteurs sur les petits réacteurs du fait d'un soutien financier important. Et sur la partie basse, vous voyez que le Department of Defense a travaillé en synergie avec le Department of Energy pour, en 2020, proposer ce concept qui est le réacteur Pellet, que je vais vous présenter maintenant, qui est un réacteur qui est destiné à pouvoir être transporté, que ce soit par voie routière, par rail ou même élytreuillé, sur une base OPEX. Alors voilà le type de réacteur qui était prévu au départ. Donc c'est un réacteur HTR, maintenant vous avez déjà vu ce type de réacteur, High Temperature Reactor, avec une puissance installée comprise entre 1 et 10 MW électriques. Et finalement, en 2020, les porteurs du projet ont fait le choix de bloquer à 5 MW électriques la puissance du réacteur Pellet, avec un aspect transportable. Vous voyez des conteneurs que vous reconnaissez. Donc on peut mettre ça soit dans des conteneurs 20 pouces, soit dans des conteneurs 40 pouces, avec l'idée que le temps de mise en service et le temps de repli de ce type de réacteur est inférieur à la semaine. On est vraiment sur des notions de jours, c'est-à-dire 2-3 jours pour déployer et 4 à 7 jours pour replier le système. Le type de combustible, ce sont des combustibles dits triso, ce sont des combustibles sous forme de boulets, qui sont des combustibles, je dirais, assez rustiques et assez endurants, et donc qui conviennent tout à fait à ce type de réacteur et d'activité. Alors, le projet Pellet, c'est un micro-réacteur mobile, un projet qui a démarré en 2020, où en 2020, donc le choix de 3 sociétés, j'en ai déjà présenté quelques-unes, donc X-Energy, Westinghouse et WTX Energy ont reçu chacun 12 millions de dollars, donc 36 millions de dollars en tout, pour faire le design, la conception, ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire ou l'avant-projet détaillé, ça dépend de là où on s'arrête, mais ils ont pour objectif en 2024, donc globalement l'année prochaine, de proposer la conception globale de ce réacteur afin de le mettre en construction. Donc ce réacteur, 40 tonnes environ, qui doit être transportable par voie des airs, par voie routière, de manière à être déployé. Donc on n'est pas sur un déploiement sur zone immédiat, on est plutôt dans une logique de base arrière, avec là un temps relativement long d'utilisation. Vous avez ici la zone d'exclusion avec les protections potentielles vis-à-vis des radiations, et vous voyez comment ils imaginent intégrer ce type de réacteur au sein d'une base, donc en OPEX. Donc voilà quelque chose qui est assez intéressant en termes de concept. Donc je vous l'ai dit, en 2020, un financement et le choix de 3 contractants. Et à ce moment-là, la NASA se rajoute au projet en disant « ça m'intéresse parce que ça ressemble farouchement à ce dont nous, on va avoir besoin pour une base vie sur la Lune ou une base vie sur Mars ». Donc la NASA a très récemment beaucoup communiqué sur ces systèmes-là. Donc ils nous sollicitent, nous, côté français, CNES, CEA, pour réfléchir aussi avec eux. Donc vous voyez que ces développements vont avoir plusieurs temporalités, mais aussi plusieurs objectifs. Au niveau US, il y a un second projet qui, lui, est en train de se développer, avec pour objectif d'installer en 2027
sur la base, je crois que c'est Elion, en Alaska, donc une base extrêmement reculée, donc base permanente de l'US Air Force. Et l'idée, c'est de mettre un VSMR, c'est son nom de code, qui lui sera plutôt de l'ordre de 10 MW électriques, mais qui sera déployé en permanence sur cette zone, donc qui est en zone, enfin, cette zone qui est en milieu relativement hostile d'un point de vue météorologie. Voilà, donc je vous ai un petit peu raconté tout ça avec des évolutions, les notions de mobilité, de versatilité, temps de déploiement mise en repli. Les tailles, on a parlé de conteneurs, donc là vous n'avez pas la masse, mais c'est 40 tonnes. Et non, j'ai même eu la chance avec BWXT que j'ai vu aux États-Unis en début d'année, de voir des photos de simulation en hélitreuillage pour ce genre de réacteur. Donc voilà ce qu'on pourrait faire en termes de production d'énergie bas carbone sur des zones. Une autre application est celle de la production de carburant, j'en ai parlé tout à l'heure. Et l'idée, c'est comment produire un carburant de synthèse à partir d'électricité, dans ce qu'on appelle en bon français des e-fuel, electrical fuel. Et toute la problématique repose sur la nécessité absolue de produire de l'électricité bas carbone. Et c'est ce qu'on est en capacité de faire avec un réacteur nucléaire. Et puis si vous avez de l'électricité, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les électrolyseurs basse température, PEM, alcalin, où là, c'est présenté sur la partie gauche, de l'eau avec de l'électricité, les électrolyseurs, vous permet de produire de l'hydrogène et de l'oxygène, mais de l'hydrogène. Donc hydrogène décarboné que vous allez pouvoir stocker. Puis d'un point de vue technologique, nous au CEA, on a travaillé sur l'électrolyse haute température. Donc c'est une électrolyse, un système d'électrolyse qui permet de travailler à plus haute température, donc d'augmenter les rendements. Donc en fait, on a moins besoin d'électricité. Ce système va fonctionner à 600-800 degrés, mais en fait, on doit initier la réaction à 100 degrés. Ce qui fait que, comme c'est un procédé exothermique, donc qui produit de la chaleur, il faut juste allumer ce procédé, et on l'allume à peu près à 100-150 degrés. Donc la chaleur produite par un petit réacteur de troisième génération, SMR, comme Neward, est tout à fait capable donc, de pouvoir se combiner avec l'électricité et de produire de l'hydrogène. Donc électricité, chaleur, vous produisez de l'hydrogène. Et quand vous avez de l'hydrogène, qui est présenté ici, c'est ce que j'évoquais, donc un réacteur, des systèmes de couplage, électrolyseur haute température, et cet hydrogène, vous êtes en capacité de le stocker, et un système comme Neward, rappelez-vous, 340 MW électriques installés, par jour, vous seriez capable de remplir 20 000 véhicules, type les fameux taxis Hype que vous voyez parfois dans Paris, où vous pourriez, sur des camions, donc la mobilité lourde, faire 1200 pleins par jour. Donc voilà à peu près une des visions en termes de production d'hydrogène bas carbone. Mais nous, on va plus loin, puisque vous voyez sur cette planche ce qu'on pourrait appeler la raffinerie du futur, avec un réacteur nucléaire, vous le savez, qui produit électricité et chaleur. Donc l'électrolyse qui permet de produire de l'hydrogène, ça vous le savez. Et ce qu'on va rajouter, ce sont des systèmes qui permettent d'aller récupérer du carbone, le CO2 ou du carbone issu de la biomasse. Alors ce carbone, on peut le récupérer par des systèmes qui s'appellent DAC, Direct Air Capture, qui n'existent pas à l'heure actuelle d'un point de vue déploiement industriel, mais qui sont imaginés, c'est-à-dire aller directement dans l'atmosphère, capter le CO2 pour le piéger. Mais ce CO2, vous pouvez aussi l'obtenir à partir de biomasse, donc de déchets végétaux, et vous pouvez aussi, ce carbone, l'obtenir à partir de déchets, notamment de déchets industriels. Et donc l'idée, elle est très simple, même si vous n'êtes pas de grands chimistes, si vous avez du carbone et de l'hydrogène, vous allez faire ce qu'on appelle la conversion Power to X, et vous allez obtenir C plus H, CH4, méthane, CH3OH, méthanol, éthanol, éthylène. Vous voyez que je remonte la chaîne carbonée et je vais arriver jusqu'au carburant, notamment le e-kérosène.
Et ça, c'est un point important puisque ça ouvre des perspectives très importantes. Donc on parle beaucoup pour l'aviation civile à l'heure actuelle de la synthèse de ce type de carburant. Ce que je veux juste faire, c'est attirer votre attention, maintenant que vous savez comment on le fabrique, c'est qu'à la base, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Si en 2050, on veut uniquement répondre à la réglementation européenne de carburant pour l'aviation civile, c'est-à-dire 35% de e-fuel dans les carburants de l'aviation, en termes d'énergie, je ne dis pas qu'on va le faire, en termes d'énergie, c'est-à-dire qu'entre Roissy et Orly, il y a 7 EPR, uniquement dédiés à fabriquer ces éléments-là. Donc vous voyez que, oui, techniquement c'est possible, mais ça amène quelques enjeux d'un point de vue énergétique. Alors ça, c'est, je dirais, l'aboutissement de nos réflexions. Alors ce n'est pas du tout un projet du Minarm, c'est nous qui réfléchissons à aller encore plus loin. Et l'idée, c'est de dire, un bâtiment de ravitaillement des forces, un BRF, il pourrait intégrer ces briques technologiques. Il pourrait intégrer un petit réacteur, donc un demi-Neward, un 170 MW électrique, les briques d'électrolyse que nous maîtrisons au niveau français. Donc l'objectif, c'est quelle serait la source de CO2. Donc là aussi, il y a beaucoup de réflexions. Ça peut être du CO2 qui est piégé dans l'eau de mer, puisqu'il y en a malheureusement, comme dans l'air. Donc c'est développer des systèmes pour aller capter le CO2 dans l'eau de mer. Et d'ailleurs, la nature nous remercierait sur ce genre de choses. Et vous voyez que l'objectif, ça serait d'être en capacité de produire des molécules chimiques, et en particulier du carburant. Voilà, donc bien sûr, c'est pour nous une vision très très long terme. Et je vous dis, c'est un projet qui n'est pas du tout un projet du Minarm, mais qu'on essaye de partager dans la vision, parce qu'il y a des briques technologiques telles que le développement de la capture du CO2, que ce soit dans l'air ou dans les océans. Il y a de la technologie à développer. C'est comment on intègre tout ça dans un BRF, comment on est en capacité de produire tous les carburants dont les forces auraient besoin, notamment le F44 qui ne doit contenir ni soufre ni azote. Donc voilà, ce sont des enjeux qui sont importants, mais nous, vous savez, les ingénieurs, ils aiment bien répondre à des questions, ils aiment bien trouver des solutions, et les chercheurs, ils aiment bien poser des questions, donc ça correspond à notre activité. Alors, juste pour vous fixer les idées, un BRF de 170 MW électriques, c'est-à-dire globalement 500 MW thermiques, par jour, il pourrait permettre d'alimenter ces véhicules. Donc ça veut dire qu'on a une citerne, un blindé, un avion de chasse, un bâtiment. Une citerne pourrait rouler 600 km. Un avion de chasse pourrait voler entre 30 et 50 heures. Un blindé pourrait fonctionner sur une centaine de kilomètres. Donc ça vous donne un petit peu les échelles de grandeur. Et si on ne passe pas sur un jour, mais sur un mois de production, vous retrouvez les mêmes éléments où un avion de chasse va pouvoir voler une quarantaine de jours, par exemple, avec ce type de production. Voilà, donc ce n'est pas totalement déconnecté d'un besoin qui serait possible. Alors le troisième cas d'usage, et je finirai avec celui-ci, c'est le soutien aux populations, avec le fait d'avoir des bâtiments militaires qui sont souvent envoyés en soutien dans le cadre de conflits, mais aussi dans le cadre de catastrophes naturelles, pour venir en aide directement aux populations. Et donc, dans les besoins qui apparaissent, il y a notamment la production d'eau douce. Il y a aussi, bien sûr, approvisionner en carburant les zones sinistrées, et aussi produire de l'électricité dans la mesure où le réseau local est souvent largement endommagé. Donc vous voyez que ce que je viens d'évoquer précédemment, ces petits réacteurs nucléaires, ils seraient en capacité de faire ça. Donc vous avez ici le Marion Dufresne, qui est un bateau de l'Ifremer, qui est un bateau qui va justement dans des zones assez inhospitalières, notamment les zones australes, les zones arctiques ou antarctiques. Donc c'est typiquement ce genre de bateau où on pourrait imaginer équipé de systèmes énergétiques. Alors l'eau douce, je dirais, c'est peut-être la chose la plus facile à faire, dans la mesure où c'est les systèmes d'osmose inverse, où on prend de l'eau de mer, on fait passer l'eau de mer grâce à de la pression à travers des membranes, et on arrive à produire de l'eau pure.
Donc là, c'est quelque chose qu'on fait malheureusement beaucoup au niveau de l'échelle planétaire, hein. À l'heure actuelle, on produit beaucoup plus de mètres cubes par jour d'eau douce par ces systèmes-là que l'on produit de barils de pétrole. Et ça va ne faire qu'augmenter. Les installations de base, elles produisent entre 300 et 500 000 mètres cubes jour, que ce soit dans le pourtour méditerranéen. Bon, la ville de Barcelone est alimentée à ce genre de choses. L'idée, c'est d'embarquer ces systèmes-là sur le navire de soutien de manière à lui amener cette fonctionnalité, en plus de l'électricité, en plus de la chaleur, en plus de produire du carburant, ça serait aussi de produire de l'eau potable. Donc voilà les idées un petit peu qui nous animent de manière à rendre les systèmes les plus autonomes possibles. Voilà, donc en synthèse, ce que je souhaitais un petit peu partager avec vous, c'est que, vous l'avez vu, il y a différentes technologies de réacteurs nucléaires. Ces réacteurs ont différents niveaux de maturité, différents niveaux de contraintes, avec des avantages et des inconvénients, qu'ils sont extrêmement liés à des investissements de recherche où on va trouver des investissements publics et privés. Je vous ai parlé des États-Unis, donc le réacteur qui est imaginé en 2027 sur la base aérienne de l'US Air Force en Alaska, la base Elion, c'est un réacteur Aurora. Aurora, c'est la société Oklo, et le patron d'Oklo, c'est le monsieur qui a inventé ChatGPT. Donc vous voyez un petit peu l'investissement privé aux États-Unis, TerraPower, Bill Gates, réacteur à neutrons rapides refroidis au sodium, sel fondu. Depuis 15 ans, Bill Gates investit dans ce genre de système. Donc le système financement public-privé aux États-Unis marche très bien, et on voit bien que ça leur permet d'avancer très très vite. Alors, on l'a vu avec des réacteurs non pas de 300 ou de 100 mégawatts électriques, mais plutôt de quelques mégawatts électriques. Nous sommes dans la gamme d'applications mobiles qui permettent donc un déploiement des bases vie, donc, notamment sur les zones d'OPEX, mais rappelez-vous aussi, avec une dualité, avec des applications spatiales qui permettront aussi à des astronautes de vivre en conditions difficiles, mais dans des systèmes qui permettront de produire de l'électricité, de la chaleur, de l'hydrogène et de l'oxygène. Je ne l'ai pas dit, mais quand on coupe la molécule d'eau, on a forcément de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors sur Terre, ce n'est pas très utile, mais sur la Lune, je pense que ça sera très utile d'avoir une source d'oxygène, dans la mesure où il y a de l'eau. Donc vous voyez que ces systèmes-là vont avoir des mises en œuvre tout à fait intéressantes, mais avec des facteurs importants par rapport aux horizons de déploiement, parce qu'on parle 2030, 35, 40, 2027 pour le réacteur Alaska. Donc tout ça, c'est lié à la maturité technologique, c'est lié aussi à ce qu'on appelle le licensing, c'est-à-dire c'est lié à l'autorisation qui est donnée par l'autorité de sûreté nucléaire du pays dans lequel ces réacteurs vont être mis en œuvre. C'est le combustible. Rappelez-vous sur le réacteur Pellet, donc des réacteurs HTR, donc du TRISO. Donc c'est d'avoir des systèmes qui permettent de produire ce type de combustible. Et puis nous, en France, on a fait le choix historique de retraiter nos combustibles usés. Donc c'est aussi intégrer ce type de problématique de réacteurs dans les chaînes de retraitement qui existent à l'heure actuelle. Les applications, bon, on en a beaucoup parlé, de la chaleur décarbonée. Donc un très grand nombre de start-up françaises qui sont soutenues dans le cadre de France 2030. Et la semaine prochaine à WNE, donc qui est le World Nuclear Exhibition, qui est à Villepinte, un certain nombre de nouvelles start-up du nucléaire vont être labellisées et vont obtenir des financements. Et quand on regarde leur modèle économique, c'est produire de l'électricité et de la chaleur pour des grands industriels qui sont énergivores, pour les data centers. Dans cette décarbonation industrielle, on va retrouver au niveau de la défense des mêmes besoins et des mêmes problématiques de réflexion autour de la production d'énergie et de vecteurs énergétiques, comme l'électricité, l'hydrogène ou les carburants de synthèse, avec des performances de conversion, avec des tailles réduites
taille compatible. Rappelez-vous notre image du BRF, donc un bâtiment de ravitaillement des forces, où là, l'idée, c'est comment intégrer toutes ces briques-là dans un système vraiment fini. L'actualité géopolitique, de toute façon, ne fait qu'accentuer cette notion de réflexion autour de la souveraineté, autour de la résilience. Et donc, depuis 2-3 ans, peut-être que ces mots, qui n'étaient alors pas au niveau de la défense, mais peut-être au niveau du grand public, n'avaient pas forcément beaucoup de signification ou de mise en perspective. Depuis le conflit en Ukraine et ce que nous vivons à l'heure actuelle, on voit bien que l'énergie, sous toutes ses formes, est un enjeu majeur. Et si on peut développer des systèmes autonomes qui vont fonctionner sur des très grandes durées, plusieurs dizaines d'années, voire 50, 60 ans, c'est aussi un gage de production et de souveraineté avec pas uniquement l'hydrogène, l'électricité, donc l'hydrogène et autres. Voilà, donc certaines briques sont déjà connues, sont déjà mises en œuvre, d'autres sont à développer. Nous avons un horizon 2025, 30, 35 pour intégrer un grand nombre de ces briques. Et voilà, j'espère qu'elles pourront répondre aux différents cas d'usage que j'ai présentés, les bases OPEX, les ravitaillements, le soutien aux populations, avec tout ce qu'il y a à développer dans ce cadre-là, qui est un cadre qui est tout à fait intéressant dans la mesure où il y aura beaucoup d'innovation. Voilà, merci de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions, bien sûr. Oui. Une question ici. Pardon. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci pour votre présentation. En termes pour retraiter le combustible usé pour les SMR, qu'est-ce que vous envisagez? Et en termes de droit nucléaire pour les déchets nucléaires aussi. Merci. Alors, c'est une question très importante, parce que je l'ai dit, mais on parle souvent beaucoup de réacteurs nucléaires, mais il ne faut jamais oublier que c'est un couple réacteur nucléaire-combustible. Rappelez-vous, je vous ai parlé des réacteurs de 3e et 4e génération. 3e génération, les réacteurs à eau pressurisée, le parc nucléaire français. Le projet Neward, c'est exactement le même combustible. Il sera plus petit, donc ce ne seront pas des crayons de 4 mètres de longueur, mais ils seront, je pense, à 2 mètres, la moitié. Donc le choix de Neward, c'est de dire on prend exactement le même combustible, parce que nous avons les usines pour le fabriquer, et surtout que nous avons l'AG, donc Orano, qui est en capacité, d'ores et déjà, vous le savez, de retraiter ce combustible, c'est-à-dire de séparer l'uranium et le plutonium qui sont valorisables, qu'on va revaloriser dans de futurs combustibles, et de n'isoler que les déchets ultimes à vie longue. Donc ça, c'est vraiment l'importance de Neward, c'est, je dirais, un time to market qui ne va pas être limité par la notion de combustible, ni dans la notion de licensing, puisque dans la mesure où les gros réacteurs ont ce licensing, on peut imaginer que Neward aura un licensing similaire. Et ce qui est très nouveau sur Neward, c'est que le licensing qui est demandé n'est pas demandé uniquement sur l'autorité de sûreté nucléaire française, l'ASN, mais sur l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire finlandaise et l'autorité de sûreté nucléaire tchèque. Ce qui fait que ce réacteur va bénéficier, dès sa mise en œuvre, d'une triple certification, puisque ces réacteurs sont aussi, vous imaginez, et surtout dédiés à l'export. Après, votre question, elle est très importante pour les réacteurs de 4e génération. Réacteurs à neutrons rapides, HTR et réacteurs à sel fondu. Où là, alors, beaucoup de pays, comme les États-Unis, font le choix de ne pas retraiter leur combustible. Donc, ils sortent le combustible usé et ils le stockent, donc sur des durées les plus longues possibles, sans aucun traitement. Nous avons fait un choix différent. Donc, il y a à l'heure actuelle des réflexions, bien évidemment, sur quel type de combustible. Alors,
Pour les réacteurs neutrons rapides, on ne part pas de zéro, hein, puisqu'il y a eu, je vous l'ai dit, il y a eu Rhapsody, Phoenix, Super Phoenix. Donc on a fabriqué, on a eu des usines, on a fait progresser la technologie. Pour les réacteurs haute température, pour les réacteurs à sel fondu, pour moi, je les vois une temporalité plus éloignée, parce que justement, au-delà du réacteur, il y aura toute cette partie combustible. Votre seconde question, c'était sur la partie déchets et la partie réglementation. C'est complètement connecté. Donc les SMR, c'est connecté. Les réacteurs neutrons rapides, on a retraité des combustibles et des déchets de Phoenix et Super Phoenix. Donc on a des filières de traitement de déchets et de stockage de ces déchets. Donc je dirais que pour au moins ces éléments-là, ça nous permet pendant une vingtaine d'années d'avoir aucune limitation liée à cette... Il n'y aura pas de verrou lié à ça. Pour les autres, on commence à y travailler. Un combustible réacteur à sel fondu, rappelez-vous, hein, on va faire du PuCl3, du trichlorure de plutonium qui va circuler dans des sels fondus. Là, effectivement, toute la notion de conception de stockage de déchets ultimes est à développer. Alors, je voudrais savoir comment on se situe par rapport aux autres pays sur cette technologie. Et puis, j'ai une deuxième question. Alors, je ne connais rien au domaine. Vous avez parlé des technologies DAC. Oui. Le peu que j'en ai lu dans la presse, ça n'a pas l'air d'être des technologies très écolo. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est, mais bon. Ouais. Alors, donc, il y a deux questions. La première question, c'est comment on se situe dans le schéma mondial, dans les 75 projets que j'ai montré donc au niveau du planisphère. Alors, souvent j'entends, mais regardez, les Américains, on va être en retard. J'ai tendance à dire qu'on sera en retard le jour où eux seront arrivés. Parce qu'ils n'y sont pas encore. D'accord ? Alors, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont commencé avant nous, avec beaucoup d'argent investi, rappelez-vous, hein, la RDP, 1,6 milliard de dollars en gros depuis 2010-2012. Donc ils ont progressé, mais en revanche, ils partent de beaucoup plus loin que nous, puisque vous le savez sûrement, mais la filière électronucléaire américaine a été très fortement mise à zéro. Donc du coup, nous, côté français, et quand j'évoquais tout à l'heure l'initiative Réacteurs innovants de France 2030 qui a été lancée par le président Macron en 2022, il y a eu 18 projets de start-up qui ont été imaginés et une dizaine ont déposé. Moi, j'en ai accompagné à titre personnel 5 ou 6. Donc, on a aussi cette dynamique-là. Mais oui, il va y avoir une notion de compétition. Certains pays sont partis avant nous. Donc, des pays ne communiquent pas, comme la Chine. La Chine avance, la Chine développe. Eux n'ont pas de vision à l'export, comme l'auraient plutôt les Américains ou comme l'auraient les Européens. Eux, c'est développer pour leurs propres besoins, parce qu'ils ont une telle demande énergétique qu'ils ont besoin de gros réacteurs EPR, parce qu'ils ont déjà des EPR, hein. Ils ont Taishan 1 et Taishan 2, mais ils ont aussi des besoins de plus petits réacteurs. Donc là, on a moins d'informations, mais on sait que le CFR 600, donc un réacteur neutron rapide refroidi au sodium, de 2 fois 300, donc 2 SMR de 300, a été lancé en cette année par les Chinois. Voilà. Donc ça, c'était l'aspect... Et votre seconde question, c'était sur la technologie DAC. Oui, alors technologie DAC, j'ai mis, on va dire, le disclaimer au départ, hein, ce n'est pas de la techno sur étagère. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que certaines personnes, certains pays utilisent le DAC en disant « mais regardez, on peut continuer à utiliser du charbon, puisque de toute façon, à terme, avec le DAC, ce charbon, le CO2 produit, on va le capturer. » Ben oui, mais non, parce que ce n'est pas un procédé sur étagère. Tout le monde y travaille, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il est énergivore. Donc, c'est toujours pareil, si vous avez un système qui capture le CO2, mais que vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner, et si votre mix national n'est pas comme en France, un mix très fortement décarboné, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, le diable se cache dans les détails. Et donc, il y a toute une vision systémique. Donc, oui, il n'y a pas de solution miracle. Et sur certaines briques technologiques, il y a encore 10, 15, 20 ans de développement. Oui ?
Oui, bonjour. Bonjour. Deux questions. La première, vous avez beaucoup pris en exemple les Américains, et notamment sur le couple d'investisseurs publics-privés. Oui. Est-ce que ça sous-entend qu'en France, on a du mal aussi à avoir cette relation entre public et privé? J'ai l'impression que, en tout cas, par ce que vous avez amené dans votre discours, il y a peut-être un manque d'investissement de la part du secteur privé. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, très simple. Vous avez parlé, donc, si je ne dis pas de bêtises, du projet Pélé, Ouais. notamment dans un cas d'usage potentiel de base d'OPEX. Oui. Concrètement, si ce réacteur est touché par un tir de missile, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais. Merci. Alors, deux questions. La première sur le financement public-privé. Alors là, par contre, par rapport à la question précédente, on était très en retard par rapport à nos amis américains. Et je dirais l'innovation, je ne suis pas allé jusqu'au bout, hein, mais France 2030, qui a été lancé il y a 2 ans, c'est 1 milliard d'euros pour les petits réacteurs tels que je viens de vous présenter. Donc 500 millions d'euros qui vont sur Neward, de manière à finaliser l'avant-projet détaillé de Neward et de pouvoir le déployer rapidement, c'est-à-dire à l'horizon 2030, et 500 millions d'euros destinés à susciter la création de ces sujets-là. Et donc, nous, CEA, on a été mandatés par l'État pour accompagner depuis 2 ans la création. Et en interne, CEA, nous avons même des collègues, des collaborateurs qui ont créé, qui quittent le CEA pour créer leur entreprise. Et depuis 2-3 ans, se sont créés un certain nombre de fonds énergie. Il y en a plein, il y a Hexagon, Supernova Invest, qui amènent et qui ont compris qu'il y avait un besoin d'investir. Le second niveau de financement public-privé, il est lié à la décarbonation. Quand vous êtes un aciériste, quand vous êtes un cimentier, quand vous avez des data centers, donc que vous êtes énergivore, que vous savez que vous avez la nécessité de décarboner votre énergie, avec le fait qu'en 2022, l'électricité, quand vous l'achetiez au prix de gros, hein, c'était 80 € le mégawattheure. En 2023, ces industriels l'ont payé 300 € le mégawattheure. Donc la notion pour ces industriels de dire, moi, sur une durée très longue, ok, il y a un CAPEX, mais il y a un OPEX que je vais, dans des coûts de fonctionnement que je vais maîtriser, et je vais produire à coût maîtrisé mon énergie, ça amène ces grands groupes à aussi investir dans les projets que j'ai évoqués. Votre seconde question, qui était très importante, je l'ai complètement oubliée, c'était sur... Ah, le missile. Le missile. Alors oui, bien sûr, ce sujet-là, il est très important et il est pris en compte, notamment déjà dès Neward, il a été pris en compte dans la notion où le réacteur est en très grande partie enterré. Donc ça, pour un réacteur fixe, c'est facile à faire. Dans le cas du projet Pélé, là aussi, vous avez vu des schémas de base, mais là, je pense que le projet n'est pas très communicant sur ce genre de choses. On sait qu'ils ont pris en compte ces éléments-là, forcément, et je pense qu'il y aura une notion de la partie cuve, enfin la partie réacteur, qui est transportée dans le container, qui, elle, sera mise à -2, -3 mètres. Alors, ce n'est pas très, très grand en volume, donc on peut l'imaginer, enfin moi j'imagine, hein, mais ça n'engage que moi, qu'une partie du système sera enterrée. Voilà. Ah, il y a une question ici. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. On voit qu'il y a une grosse émulation autour du réacteur, des petits réacteurs eux-mêmes. Par contre, autour des briques technologiques qui doivent justement être le complément, je pense notamment au e-fuel. Oui. On sait qu'aux États-Unis, a priori, ils prévoient d'ici quelques temps de produire du e-fuel à 2 $ le litre. Est-ce qu'en France, on a commencé à travailler sur des solutions technologiques comme ça? Et est-ce que, par exemple, le CEA est en mesure de travailler avec d'autres instituts comme l'IFPEN, par exemple, pour aller être capable de développer aussi, en parallèle des SMR, les briques qui permettent de faire l'ensemble du système? Vous avez entièrement raison. Alors, 2 choses dans votre question, commentaire, c'est qu'il y a effectivement des effets d'annonce. Moi, le carburant de synthèse
le e-fuel à 2 dollars le litre, j'y croirai quand vous m'expliquerez que l'IRA, l'Inflation Reduction Act, donc les 400 milliards de dollars que le gouvernement américain a mis en œuvre pour justement stimuler les énergies bas carbone, quand vous payez 2 litres, l'IRA, on paye 6 ou 8 de plus en euros. D'accord? Donc enfin, il y a le vrai prix et il y a le coût. Donc ça, c'est un vrai sujet à l'heure actuelle. On a la même discussion sur l'hydrogène, hein, avec les US, vous connaissez très bien. Alors oui, votre seconde partie, bien sûr, enfin, le CEA n'a jamais eu raison tout seul, en tout cas moi je le pense, et on n'aura jamais raison tout seul. Oui, il y a avec l'IFPEN des discussions, on a un accord de collaboration sur un certain nombre de sujets, notamment sur toute la notion d'économie circulaire du carbone, tout ce qui va être fuel, enfin biofuel, mais oui, la notion de travailler sur les carburants électriques, e-fuel, est un sujet majeur. Mais on aura besoin aussi d'autres partenaires. Dernière question. Oui, ici. Oui. Bonjour, merci pour cette, Bonjour. Merci pour cette présentation. J'ai 2 petites questions. Une à propos d'Astrid. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur le pourquoi du comment Astrid a été arrêté et est-ce que ça a été définitivement arrêté? Parce que sans Astrid, le recyclage des déchets nucléaires pose un peu problème, il me semble. La réutilisation, enfin voilà, Astrid qui était la prolongement de Phoenix, Super Phoenix, etc. Et une autre question, puisque vous êtes au CEA, que pensez-vous de la fusion? Est-ce que vous pensez que c'est aussi une voie possible à court, moyen, long, très long terme? Merci beaucoup, monsieur, parce que j'aurais été hyper déçu de ne pas avoir de questions sur Astrid et sur la fusion. Donc grâce à vous, je vais pouvoir en parler. Alors Astrid, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de démonstrateur de réacteurs de puissance, donc réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Je vous dis qu'on avait eu Phoenix, on a eu Rhapsody, Phoenix, Super Phoenix, qui ont été arrêtés, Super Phoenix pour des raisons plus politiques que techniques. Donc ce sont des réacteurs dits de 4e génération, c'est-à-dire la génération après le parc actuel que j'évoquais. Le projet Astrid, donc j'y étais, donc je vois très bien de quoi il s'agit. C'était un projet qui visait à développer un démonstrateur. Alors j'insiste, hein, ce n'était pas un petit réacteur qui allait produire de l'électricité, de la chaleur. Ce n'était pas un SMR, Astrid. C'était un petit réacteur, un petit démonstrateur de 600 MW électriques en capacité de tester des solutions technologiques qui seraient mises en œuvre dans le réacteur de puissance de 1200 MW. Les réacteurs de 4e génération, comme vous venez de l'évoquer, sont très intéressants parce que justement, ils peuvent utiliser comme combustible ce qui est considéré à l'heure actuelle, nous on appelle ça matière valorisable, mais comme déchets, uranium, plutonium. Et ces réacteurs brûlent ce genre de... Donc c'est très important parce que pour nous, c'est le cycle fermé. C'est-à-dire que ce type de réacteurs, ils permettent de fonctionner quasiment en... Mais surtout, ce type de réacteurs sont très importants quand il y a des tensions énormes sur le coût de l'uranium. Et donc, en 2019, l'État, le CEA, c'est un organisme public hein, de recherche, hein, comme l'IFPEN, comme le CNRS, l'État, avec les industriels de la filière, ont pris la décision de dire les tensions sur l'uranium, le coût de l'uranium, est tellement bas que nous ne voyons pas la nécessité de développer dès maintenant les réacteurs de 4e génération et donc d'investir 3 ou 4 milliards dans un démonstrateur Astrid. D'où le choix qui a été fait, la décision d'arrêter ce réacteur. Alors, il y a beaucoup de confusion en ce moment en disant mais on a arrêté Astrid, donc on a tout arrêté. Et en fait, non.
parce que moi je suis directeur de programme et le financement est dans ma direction. Sur les réacteurs de 4e génération, j'ai à l'heure actuelle 135 chercheurs qui, après Astrid, ont continué à travailler sur Astrid. Et les projets de start-up que j'évoquais, certaines, Exana, Otrera, sont des start-up issues de chercheurs du CEA qui utilisent le savoir-faire et les compétences et qui vont être déployés très rapidement. Donc il n'y a pas eu, il y a eu un choix politique, et moi je ne suis pas là pour évoquer ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a eu, je dirais, un après-Astrid et qu'on a continué à travailler et que cette compétence-là n'est pas obsolète. Alors peut-être qu'effectivement, si les tensions sur l'uranium ou les combustibles devenaient très importantes, peut-être qu'il faudrait revisiter. Mais Astrid n'a jamais été prévu pour produire de l'électricité ou produire de la chaleur. Alors qu'à l'heure actuelle, face à l'urgence climatique, on a besoin de ça. Et notamment avec des réacteurs de 4e génération qui vont nous aider à fermer le cycle. Votre seconde question, c'est la fusion. Alors, la fusion, donc vous savez que ce que je vous ai présenté là, c'est de la fission. C'est-à-dire que je prends un noyau lourd, uranium, plutonium, je le bombarde d'un neutron et il se casse en plus petits noyaux. Et en faisant ça, il libère beaucoup d'énergie. Alors il va libérer des rayonnements, mais il va libérer beaucoup de chaleur. Et un réacteur nucléaire, c'est une cocotte minute, c'est une chaudière, pardon, excusez-moi. On fait chauffer de l'eau, circuit primaire. Cette eau, elle va réchauffer un circuit secondaire, qui est de l'eau. Et ce circuit secondaire, en phase vapeur, va rentrer dans un turbo-alternateur et va faire de l'électricité. La fusion, c'est autre chose. C'est je prends deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, et je leur amène tellement d'énergie qu'ils vont fusionner. Et en fusionnant, ils vont produire encore plus d'énergie. Et ça, c'est la fusion nucléaire, c'est grâce à elle que nous existons, parce que notre Soleil, c'est un réacteur de fusion nucléaire. Et donc des projets de physique depuis 100 ans existent, avec un projet emblématique dont vous avez sûrement entendu parler qui s'appelle ITER, qui est dans le sud de la France, où ITER ne va pas produire d'énergie. ITER va être un démonstrateur pour nous dire on est capable de maintenir les conditions nécessaires à la fusion. Et quelles sont ces conditions? C'est un plasma, c'est-à-dire une espèce de mélange qui va fonctionner à 30, 40, 100 millions de degrés. Donc vous voyez les verrous technologiques qu'il y a. Donc ce plasma, on va le contenir grâce à des macro-aimants, des électroaimants. Et le projet ITER a vocation de montrer qu'on est capable de faire ça sur des gros volumes. 2050. 2040, 2050, on aura les données d'ITER. Et après ces données d'ITER, on va construire DEMO, qui est le même réacteur, où là, on va récupérer la chaleur pour faire de l'électricité. Et ça, c'est 2070-2080. Ça, c'est la roadmap, la route fusion. Je vais vous donner mon avis personnel. Moi, je suis au CEA, on travaille beaucoup sur la fusion, et c'est très important, parce que pour moi, c'est une énergie d'avenir. Maintenant, la temporalité de l'urgence climatique fait que, pour moi, en 2050, la fusion ne sera pas prête pour répondre à cette urgence climatique. Donc, on est sur plusieurs temporalités, mais ce n'est pas grave, c'est normal. Donc on continue à y travailler, mais ce n'est pas quelque chose qui sera disponible dès maintenant. On me fait signe d'arrêter, j'ai été très bavard. Merci beaucoup, merci de vos questions. Bonne fin de visite et bonne fin de journée. Au revoir.